Bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère qu'en visio, on m'entend bien. Beaucoup de plaisir à vous retrouver en présentiel. J'ai changé tout à l'heure. Ça nous manquait quand même depuis le temps. En fait. Et la dernière réflexion qu'on a eue, finalement, l'hybride est pas mal non plus, du présentiel et en visio. Ça permet à tout à chacun d'assister à nos manifestations à l'heure qu'il souhaite en fonction de son agenda. Un sujet important aujourd'hui, hein, on est, je dirais pas en fin de crise Covid, bien loin de là, mais on sent effectivement aujourd'hui, et les études de l'INSEE et de l'IEDOM le montrent bien, il y a quand même un frémissement, un peu moins qu'en métropole, mais voilà, il y a quelque chose qui est en train de repartir. Les entreprises se sont beaucoup endettées, hein, les entreprises ont des dettes sociales à étaler, ils ont besoin aussi simultanément pour se relancer de disposer d'un cash, parce que relancer sans cash, c'est quand même un peu compliqué, beaucoup d'entreprises sont exsangues. Donc, je voulais remercier nos intervenants du jour, d'abord la région, qui intervient avec ses outils de financement, ensuite BPI, Frédéric Landal, et puis on terminera par financier investissement. Merci d'être présent. J'espère que vous passerez un excellent moment et que vous trouverez surtout des solutions pour relancer vos business, qu'on puisse diffuser surtout l'information auprès de tous nos adhérents. Ça, c'est aussi notre métier, mais n'hésitez pas à le faire de manière à ce qu'on ne laisse personne sur le bord de la route dans cette relance qui est en train de se dessiner des dents. Je vous souhaite un excellent appétit pour ceux qui n'ont pas encore commencé. À très bon moment. Merci. Pardon. C'est à la réunion. Désolé. Je présente au chat. Bonjour à vous la parole. Bonjour à tous. Bruno Vitry, je suis directeur des affaires économiques par intérim à la région Réunion. Donc en fait, on va commencer ce petit panorama des interventions par peut-être vous rappeler un peu nos missions. C'est important de mettre en place la ligne de partage entre mes collègues du FEDER et nos missions au sein de la direction des affaires économiques aujourd'hui. Donc principalement, c'est soutenir le monde économique et les entreprises. On a été présent notamment durant la crise Covid au niveau des TPE, PME avec des interventions en fonds propres. À ce jour, nos perspectives de développement, notamment selon les autorisations budgétaires qui ont été votées en 2020 pour 2021, c'est de favoriser la création d'entreprises et des emplois et les consolider en intervenant soit en contrepartie nationale sur les fonds FEDER ou FEADER ou directement sur nos fonds propres. C'est de renforcer et adapter les soutiens aux entreprises locales afin de sauvegarder et de permettre la relance. C'est le sujet du jour. Et notamment pour les créateurs d'entreprises, c'est d'assurer un accueil personnalisé avec un service qui s'appelle Soutenir, accompagner et valoriser, qui est un service d'accueil dans chaque antenne de la région Réunion, qui permet d'accompagner les porteurs de projets et de les mettre dans un cursus auprès de nos partenaires, France Active, Initiative Réunion, BPI France. Et c'est à chaque fois d'avoir la bonne porte d'entrée, d'être la porte d'entrée, la première porte d'entrée, et ensuite pouvoir diffuser vers l'ensemble des canaux et l'ensemble du maillage qui existe aujourd'hui pour accompagner les entreprises. Deuxième de nos missions, c'est d'améliorer l'attractivité du territoire, pas au sens extérieur, mais au sens interne. Par là, j'entends l'octroi de mer. Donc, il y a le sujet prégnant, la partie octroi de mer est gérée chez nous, la fiscalité, ce sujet important et ô combien sensible. La commercialisation de la zone d'activité Pierre-Lagour, c'est là où il y a Gilo, à côté du projet Carval. Il y a encore des terrains de la région. Il y aura un EMI 1 qui a déjà été fait. Il y aura un EMI 2 fin 2021, début 2022. Accompagner la création et la médiation des zones d'activité économique, notamment en lien, et là, c'est d'accompagner le rôle principal depuis la loi NOTRe des EPCI, qui sont chefs de file dans la partie zone d'activité. Et également toute la partie dynamisation des centres-villes et des commerces de proximité. Aujourd'hui, il y a des gros enjeux avec notamment les projets cœur de ville, où les enjeux dépassent même le strict enjeu économique, c'est aussi des enjeux sociétaux, où il faut accompagner l'intergénération au sein de nos centres-villes. La partie tourisme également est au sein de la direction des affaires économiques. Donc là, pour les actes de tourisme, donc c'est toute la partie du schéma, de la stratégie, d'impulser les dynamiques au sein des filières et de réaffirmer la présence de la Réunion dans son environnement proche. Nous avons également le champ de l'ESS qui est couvert chez nous, qui est un champ résilient pour le territoire. Ça parle peut-être un peu moins au MEDEF, quoique. Je pense qu'il y a de plus en plus
de vos adhérents, de personnes à proximité du MEDEF qui font de l'ESS. Donc, il y a l'ESS qui est également géré chez nous, donc avec toute la partie d'achat socialement responsable, les achats closés, notamment sur la partie SBA. Alors, on est sur le schéma du SPASER qu'on est en train de mettre en place à la région. Donc voilà, on a, si vous voulez, de l'ESS au tourisme, en passant par l'attractivité du territoire, sur des champs d'activité qui sont chez nous, au niveau de la direction des affaires économiques, au sein de la DGA économie entreprise. Concernant les produits, si on peut parler, c'est des produits qu'on a mis en place avec la financière Région Réunion. En 2015, suite à l'étude exemptée menée par la BEI, on a montré une carence, notamment dans les outils très classiques. C'est pour ça qu'on s'est doté d'une financière Région Réunion avec 2 outils bien distincts. Donc un outil de dette via iRun by BFC. C'est avec la BFC OI. On a consacré 40 millions d'euros avec la BFC. 60-40, donc nous 60 et eux 40% de la somme. C'est des outils très classiques. Je vais vous fais un petit bilan à 2020, au 31 décembre 2020. Donc c'est 300 bénéficiaires, 319 prêts décaissés et 24 millions d'euros prêtés, donc 14 millions d'euros qui viennent directement des fonds garantis par la FAR. La spécificité de ce prêt, c'est que c'est des prêts allant jusqu'à entre 5 ou 10 ans, avec des taux de 1,25 pour des prêts inférieurs à 5 ans et 1,50 pour des prêts supérieurs à 5 ans et jusqu'à 10 ans. Donc là, directement, vous entrez dans un cursus de prêt classique, demande de prêt classique auprès de la BFC, c'est votre interlocuteur directement. La région n'intervient pas dans le dossier. Nous, on fait juste le suivi et comment dire, et en lien avec le guichet unique, la validation des dossiers, parce qu'il y a des fonds européens qui reviennent derrière. On a également développé un outil d'equity, de haut de bilan, via APICAP, consacré à 10 millions d'euros. Donc, à 2020, c'est 5 bénéficiaires pour 2,19 millions d'euros sur la FR mobilisés en equity. Donc là, vous avez un projet d'equity, il faut vous rapprocher d'APICAP et on a donc un produit avec eux. Le pré-rebond, numéro 2, M. Langlade rentrera davantage dans les détails, mais en partenariat avec la BPI, oui, je dis pas avec la BPI France, je vais être très léger, très survoler le sujet. Donc le pré-rebond avec les fonds de l'Union européenne sur le PO 14-20, principalement via React. Donc via React UE, on a mobilisé une enveloppe de 6,5 millions pour un effet levier de 2,86 pour arriver à 15 millions, 15 millions 8, 15 millions 8, 15 millions 9, à peu près total d'enveloppe disponible pour cet outil de pré-rebond. Donc, dans les grandes lignes, c'est ouvert au TPE-PME au sens communautaire du terme, sous forme sociétale. Tout secteur d'activité avec plus d'un activité, un taux zéro, pas de frais de dossier. Ces dépenses couvertes sont l'augmentation du BFR ou l'accroissement des besoins de trésorerie liés à une situation conjoncturelle. Et le prêt est sans garantie, taux zéro. Il y a un différé de 2 ans. M. Langlade rentrera davantage dans les détails et vous présentera le produit bien amont. Aujourd'hui, la BPI et la région ont fait le choix d'être accompagnés par France Active et Initiative Réunion, comme lors du pré-rebond numéro 1, pour pouvoir monter vos dossiers. Donc, les interlocuteurs seront France Active et Initiative Réunion. Toujours sur React, dans les grands projets qui ont été mis en place lors de la maquette React, en 2022, on va déployer un outil d'obligation convertible à hauteur de 23 millions d'euros. Donc, cette voilure va certainement être réduite parce que la contrainte avec React aujourd'hui, c'est qu'on doit certifier les dépenses avant fin 2023. Et donc, ce qui fait qu'on va peut-être redéployer, on va réduire un peu la voilure sur l'obligation convertible et déployer de nouveaux produits, notamment peut-être en lien avec la BPI. On a parlé du pré-relance à terme, donc de voir comment on peut mobiliser ces crédits-là sur d'autres produits. 12 millions d'euros, tu peux juste revenir au-dessus un petit peu. Merci. 12 millions d'euros toujours sur React qu'on a mobilisé sur une fiche pour les petits investissements des commerces de proximité et les TPE du BTPI. Donc, le BTP habituellement est exclu des fonds européens. Là, sur ce produit-là, on aura pour les TPE et les PME
Donc, il ne faut pas dépasser 500 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, on est vraiment sur l'accompagnement en plus d'investissement pour des petites structures. Ne pas dépasser 500 000 euros de chiffre d'affaires pour les TPE du BTP et 750 000 euros pour les commerces de proximité. La spécificité, c'est qu'on va couvrir 70% de la dépense éligible, plafonnée à 15 000 euros. C'est vraiment pour donner un coup de main dans un petit investissement. Voilà. Également, l'accompagnement par la commande publique. Il faut savoir qu'une grande partie du volet React est consacrée à la commande publique, notamment via les EPCI et via les communes. Donc, pour vos entreprises, il est essentiel aujourd'hui, dans ce frémissement et dans ce départ, la commande publique joue un rôle central de relance de l'économie. Donc, React a aussi consacré une bonne partie de son enveloppe à la commande publique. Alors, là, je vais descendre sur des petites structures. L'aide au commerce de proximité avec la CCIR. Donc, en lien avec la CCI, on a mis en place un petit produit d'accompagnement pour micro-investissement jusqu'à 2 000 euros, plafonné à 2 000 euros par établissement. Donc, si une personne a 2 ou 3 établissements dans le giron du commerce et qui dans les centres-bourgs ou dans les centres-villes, il peut faire une demande de subvention à la CCI par établissement. Aide pour le secteur événementiel, qui est toujours en cours. Ce secteur est particulièrement impacté par la crise Covid avec un démarrage très tardif et ils ont eu beaucoup plus de contraintes. Donc, on continue à les accompagner via un fonds particulier. Donc là, c'est ouvert pour toutes les entreprises. Donc, on a couvert là principalement les pertes du premier semestre 2021. Dans les cartons qui devraient sortir aujourd'hui, c'est le fonds de sauvegarde de deuxième génération. Je ne sais pas si d'entre vous ont fait appel à ce produit. C'est un fonds de sauvegarde jusqu'à 5 ou 10 000 euros. Donc, c'est un outil d'avance remboursable à taux zéro, toujours, avec un an de différé. C'est un produit qui est sollicité directement à la région Réunion. Donc, c'est une enveloppe de 1,5 million qui va être mobilisée en cofinancement avec la Banque des Territoires. C'est un produit qui fonctionne plutôt bien pour des petits tickets, pareil, pour ouvrir du besoin en fonds de roulement. Et cette fois-ci, elle est ouverte à toute forme de TPE, qu'elle soit sous forme sociétale ou individuelle, ou micro-entreprise. Je vais laisser la parole à Thierry Prété au niveau du guichet, sauf si vous avez des questions, peut-être, dans ce cas-là. Pas de questions. On enchaîne. Merci Bruno. Donc, moi, je travaille dans un autre service qui est GUEDT, c'est un guichet unique, entreprise et développement touristique. La particularité de notre service, c'est que nous gérons exclusivement des fonds européens et nous faisons uniquement des subventions. Dans l'actualité de l'année, donc je vous ai mis ici, en fait, c'est une frise temporelle. Donc, ça démarre à gauche en 2014 et ça finit à droite en 2030. Nous sommes sur la fin de la période de programmation 2014-2020. Nous entamons la période de programmation 2021-2027. Alors, quand on parle de période de programmation 2014-2020, en fait, elle va jusqu'au 31 décembre 2023. Et là-dedans, en ce moment, la crise Covid a fait que l'Union européenne a lancé un vaste projet qui s'appelle Next Generation EU, qui se décline de façon financière de plusieurs façons, et notamment au niveau national par France Relance, et au niveau local par le volet React UE de nos programmes 2014-2020, essentiellement sur le FEDER. Et par ailleurs, nous entamons la mise en place de la nouvelle période de programmation 2021-2027. Donc, ce qui est prévu, c'est que le programme lui-même, c'est-à-dire le contrat entre la région Réunion et la Commission européenne, ce qui est prévu, c'est que ce soit signé cette année et que, du coup, on se retrouve à ce que les dépenses subventionnables par le futur programme 2021-2027 soit la période indiquée ici, c'est-à-dire du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030. Donc, dans la période d'aujourd'hui, la discussion que nous avons avec les entreprises, c'est est-ce qu'on pourra se lever au 31 décembre 2023 ? C'est ça le point clé. Si le projet d'entreprise peut être entièrement achevé de façon certaine, pour que nous, on puisse terminer le 31 décembre 2023 de façon certaine, on demande à l'entreprise, ils ont un planning qui s'arrête en juin 2023. Parce que
comme beaucoup de choses, prend du retard et que nous, on a aussi besoin de temps ensuite pour faire nos certifications. Donc, si le projet est terminé en juin 2023, on peut le gérer immédiatement sur le programme actuel, soit le programme FEDER 2014-2020, soit le volet réactueux de ce programme. Et si le programme va au-delà du 31 décembre 2023, eh bien, on gérera sur le futur programme, c'est-à-dire le programme FEDER 2025. La suite. L'organisation de la région pour la gestion des fonds européens, nous sommes en 4 guichets uniques thématiques. Je ne sais pas pourquoi il s'appelle unique, parce qu'il y en a 4. Et donc, celui que je représente, c'est le premier, entreprise et développement touristique. Nous gérons des aides directes aux investissements sur les investissements matériels. On a aussi d'autres aides directes, comme les aides au fret pour les intrants industriels. Nous avons des aides au recrutement et puis des aides aux expertises. Et par ailleurs, nous avons aussi des aides indirectes. Par exemple, le fait de subventionner une chambre consulaire ou le club export, on est dans une logique d'aide indirecte. Alors, les 3 autres guichets, il y a d'abord le guichet recherche, développement technologique et innovation. Ils ont une grosse partie de financement pour la recherche publique, mais ils ont aussi du financement pour la numérisation des entreprises et pour les projets innovants. Les 2 autres guichets sont plus sur des financements de projets publics, investissement d'éducation, formation et d'inclusion sociale. Et le dernier, c'est infrastructure, développement durable et énergie. Alors, les investissements privés, donc ça, c'est ce qui vous concerne directement. Je vous ai indiqué ici les fiches actions. Vous retrouverez à la fin sur le site internet de la région où est-ce que vous allez retrouver ces documents-là. Donc, il y a des aides directes pour les investissements pour la création d'entreprises et aussi pour le développement des entreprises. Dans le programme FEDER 2014-2020, la Commission européenne nous a demandé de séparer nettement les aides à la création d'entreprises et les aides au développement d'entreprises. Et la limite, c'est 3 ans d'âge. En fait, c'est la même chose dans les 2 cas. En fait. Si votre entreprise elle a 2 ans et demi, ce n'est pas la peine de pousser pour être d'un côté ou de l'autre. De toute façon, le montant de la subvention sera le même. Nous avons aussi des subventions pour la création de postes, le renforcement de l'encadrement dans l'entreprise ou la prime régionale à l'emploi, où là, on s'adresse à des créations de postes de toute nature. Et nous avons aussi 2 mesures pour la transition numérique. Alors, dans ce que nous gérons, nous avons 3 secteurs prioritaires. C'est le tourisme, TIC, c'est-à-dire les entreprises qui fournissent des produits ou des services TIC, et les entreprises de l'agroalimentaire. Les subventions à l'investissement, c'est ciblé tout le temps sur l'investissement de production. Ce sont des entreprises de production qui nous accompagnent. Le taux de subvention, il est variable. Vous allez voir dans la fiche exactement à quoi ça correspond. Et il y a aussi, si votre entreprise n'est pas dans ces secteurs-là, vous pouvez quand même tenter votre chance, parce qu'il y a certains cas où on peut quand même subventionner l'entreprise. Et il y a des secteurs exclus. Le négoce, puisque comme nous subventionnons les activités de production, donc par définition, une entreprise de négoce n'a pas d'outil de production. Le BTP, les activités de production agricole ou aquacole, et la pêche aussi d'ailleurs. De façon générale, les activités qui sont exclues par le règlement européen, le règlement général d'exemption. On exclut aussi les entreprises sur l'industriel de stockage, ça peut rentrer dans le champ. Ce n'est pas un appareil de production. Une entreprise de négoce, une entreprise de production, il faut qu'il y ait une transformation, il faut qu'il y ait des intrants et des extrants. Et les extrants ne sont pas les mêmes que les intrants. C'est la base d'une activité de production. Donc, une entreprise de négoce, même si c'est un entrepôt de stockage frigorifique, un objet un peu technique, l'activité de l'entreprise, ça reste de l'achat-revente.
La ligne du bas, le montant minimum de l'investissement éligible, c'est 10 000 euros. C'est-à-dire qu'on va intervenir avec des subventions FEDER que si le montant de l'investissement est de 10 000 euros. Donc, ce chiffre-là, on l'a calculé pour vous. Ce n'est pas une question d'efficacité de l'administration, de charge de travail des fonctionnaires. Et on considère que demander une subvention FEDER, ça va nécessiter un certain travail de la part du chef d'entreprise, de la part de ses salariés ou de son expert comptable. À la louche, on a valorisé ça à peu près à 2 000 euros. Donc, si vous visez une subvention de 20% de 10 000, vous perdez votre temps. Il y a d'autres produits qui sont pertinents pour des petits investissements, notamment tout ce que Bruno Vitry a cité tout à l'heure. Ça peut être efficace sur des petits investissements. Sur une subvention directe avec du FEDER, il faut avoir un montant d'investissement significatif. On a quelques aides au fonctionnement, donc les aides au fret intrant et au fret extrant, donc toujours pour les industries locales. Et on a une mesure innovation culturelle qui est arrivée l'an dernier. Il y a peut-être parmi vous des gens qui ont aussi des responsabilités associatives, puisque là, ça s'adresse même aux associations culturelles. Alors, je cite aussi ce que gèrent mes collègues du guichet innovation, donc le soutien aux projets innovants des entreprises. Si vous développez un nouveau produit, cette mesure-là peut subventionner votre effort de développement, conception, etc. Et par ailleurs, nous avons aussi une mesure d'aide pour l'embauche d'un jeune docteur. Jeune, c'est quelqu'un qui a obtenu son doctorat récemment. C'est pas l'âge de la personne. Alors, ce qui est important, c'est que quand vous demandez une subvention, que ce soit chez nous ou à la DAE, il faut signer aucun contrat avant de demander la subvention. Et lorsqu'on gère avec du FEDER, de toute façon, chaque fois que je fais quelque chose, je suis contrôlé par plusieurs personnes. Et là, je n'ai aucune possibilité de négociation. Car si vous avez signé le bon de commande d'une machine-outil, l'ensemble du projet, pas seulement l'achat de la machine, mais l'ensemble du projet d'investissement ne peut pas être subventionné. Ce qui pose la question du coût des délais. C'est sur la planche d'après. C'est une question délicate. Alors, il y a quelques aides qui sont des aides de minimis où on n'est pas obligé d'avoir cette contrainte-là. Mais en règle générale, il faut déposer la demande avant de signer les contrats. Alors, voilà la procédure. Alors, je n'ai pas mis de date là-dessus. J'ai fait exprès de ne pas mettre de date. Donc, le calendrier, c'est ça. Donc, vous déposez le dossier. Il est pris en compte par mes collègues du guichet d'accueil FEDER qui nous le transmettent pour instruction. L'accusé de réception admissible démarre la phase d'instruction. Donc, c'est le point 3, l'instruction du dossier. Donc, l'instruction du dossier, c'est une phase de dialogue entre notre service et l'entreprise. C'est une phase de dialogue, il y a une partie du délai qui nous échappe, puisqu'il faut que l'entreprise nous réponde rapidement. Lorsqu'on subventionne une création d'entreprise, parfois le chef d'entreprise s'occupe de ses clients, au lieu de s'occuper de nous. Et du coup, ça prend du temps. Je ne vous en veux pas. La phase d'instruction, c'est effectivement une phase de dialogue. Ça se conclut par un rapport, c'est-à-dire que l'agent qui est en charge de l'instruction va vérifier que votre projet est bien conforme à la fiche action, donc par exemple la 301, si c'était celle-ci. Et après, le rapport d'instruction, il est présenté dans 3 commissions. Il y a le comité local de suivi, qui est une instance administrative. Et après, au niveau région, il y a la commission du développement économique et innovation, là, qui est composée d'élus. Et finalement, la commission permanente, qui est aussi composée d'élus et qui décide l'engagement financier de la région. Et lorsque le dossier est validé, on envoie la convention aux bénéficiaires. On signe. Sur les petits dossiers, on peut verser une avance.
À ce moment-là, on attend le solde, c'est-à-dire qu'on attend que le projet soit réalisé. Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas marqué, c'est qu'on peut verser des acomptes. Car si le projet, si vous avez fait, je ne sais pas, 60% d'investissement, vous pouvez nous demander 60% de la subvention, en proportion de l'avancement. Finalement, on solde et on termine. On peut rester sur celle-là de diapo. Donc, l'instruction, c'est-à-dire que la phase de dialogue proprement dit, ça prend souvent 3 mois. Et après, le circuit administratif qui va jusqu'à la signature de la convention, ça peut prendre 3 mois aussi. On est à peu près à 6 mois entre le moment où vous déposez la demande la première fois et le moment où on signe la convention. Et là, ces 6 mois, c'est dans les cas simples. On a des cas plus compliqués où ça peut prendre plus de temps. Alors, quand ça va bien, vous avez commencé le projet pendant tout ce temps-là, et puis on peut solder après. Pour solder, il faut qu'on fasse une visite sur place, et ensuite on ordonne le paiement. Et tout compris, les cas les plus rapides, il y a 1 an entre le dossier de la première demande et le moment où on paye effectivement la subvention. Et donc, vous avez intérêt à avoir un prêt bancaire pour ça. On peut remonter quelques diapositives à l'avance, là où je parlais de réactueux. Sur la planche numéro 2. Voilà ça. Le plan France Relance, il est refinancé par l'Union européenne. De même, au sein des mesures du programme FEDER, les prêts e-run et les interventions d'ingénierie financière qui vous ont été présentés par Bruno Vitry sont aussi refinancés par l'Union européenne. Et il y a un bout du règlement FEDER qui interdit le cumul. C'est ce que je mettais en haut, là. Il n'y a pas de cumul possible entre France Relance, les prêts bonifiés et les subventions directes FEDER. Alors, dans le cas du prêt bonifié e-run et subventions FEDER, c'est assez malheureux parce que je trouve que le règlement à ce niveau-là, il est assez limitant pour les entreprises. Mais bon, le règlement il est clair, il n'y a pas possibilité de cumuler les prêts bonifiés e-run et les subventions FEDER. On en revient à la fin de ma présentation. Là, j'ai plus grand-chose. Je vous ai parlé d'innovation, la procédure. Il me reste à vous donner les contacts. Donc, vous pouvez vous adresser de toute façon à mes collègues du guichet d'accueil. Pascaline Finteux, Kevin Vandomel et Laurence Armordom. Et par ailleurs, vous pouvez aussi vous adresser directement à mon service. Mon chef de service, c'est Jean-François Galdin. Et moi, je m'appelle Thierry Prétet et vous avez le numéro de téléphone ici. Voilà, merci. Merci. Peut-être une précision sur le prêt e-run en fait est constitué déjà lui-même du fonds FEDER à l'origine, ce qui explique en partie l'encumul possible. Vous avez des questions sur la partie région, Europe, fonds européens? C'est pas de souci. On va laisser la parole. Bonjour à toutes et à tous, Frédéric Anglade de BPI France. Je suis venu pour vous présenter le dispositif Rebond numéro 2, deuxième version. Je vais juste avant tout faire une présentation des missions de BPI France rapidement. BPI France intervient dans un premier temps sur une activité historique de garantie. Donc, on vient garantir les prêts accordés aux banques. C'est une activité historique d'Oseo. Peut-être que vous devez connaître mieux connaître le nom d'Oseo. C'est une reprise de cette activité. Merci. C'est une reprise de cette activité qu'on continue à déployer aux côtés de nos partenaires bancaires et à la demande des banques. L'activité de BPI France également se déploie sur une activité de cofinancement, toujours à côté de nos partenaires bancaires. Donc voilà les deux principaux axes de BPI France en France et en Outre-mer et à La Réunion.
Bpifrance est installé à La Réunion depuis 2014, dans un premier temps en ayant sous-traité son activité avec les équipes de l'AFD et depuis début 2019 avec ses équipes en propre. Nous sommes 4 chargés d'affaires à La Réunion et nous gérons les territoires de La Réunion, de Mayotte et de Nouvelle-Calédonie. Donc là, voilà la rapide présentation de Bpifrance. Nous intervenons aussi sur des métiers de l'innovation, sur les métiers de l'international avec des offres spécifiques à l'international et sur la partie equity, puisque nous pouvons intervenir en co-investissement avec des partenaires bancaires ou investisseurs tels que Apicap ou Small Capital ou Interinvest, enfin, tous les autres partenaires d'equity. Le dispositif, pour revenir sur l'objet de mon intervention aujourd'hui, donc le dispositif pré-rebond 2, vient après le succès du dispositif pré-rebond 1 qui était doté qui avait une capacité d'engagement de plus de 27 millions, qui a été consommé. C'est un dispositif qui est en partenariat avec la région Réunion et qui a permis de déployer 27 millions l'année dernière sur plus ou moins 250 dossiers, destinés principalement, exclusivement aux TPE et PME de la Réunion. Alors, je rappelle la définition de la PME européenne qui est moins de 250 salariés, moins de 50 millions de chiffre d'affaires et moins de 40 millions de total bilan. Voilà notre cible d'entreprise. Quelques secteurs d'activité et quelques entreprises sont exclus du dispositif, dont les entreprises qui ont moins d'1 an et certains secteurs d'activité et certains types de sociétés tels que les SCI, les entreprises individuelles, et certains secteurs d'activité tels que l'agriculture, les entreprises d'exploitation forestière. Enfin, vous avez la liste qui est détaillée là sur la fiche produit. Comme pour le pré-rebond 1, on est sur un dispositif de 30 000 à 300 000 euros maximum. Et on est bridé par une seule notion, ce sont les fonds propres de l'entreprise. Une entreprise qui a 50 000 euros de fonds propres ne pourra prétendre qu'à 50 000 euros de pré-rebond. Une entreprise qui a plus de 300 000 euros de fonds propres pourrait prétendre à 300 000 euros de pré-rebond, selon bien sûr les capacités de remboursement et d'endettement de la société. Que dire de plus? La différence avec le pré-rebond 1, c'est que le pré-rebond 1, on était sur un dispositif de garantie région Covid. Sur le pré-rebond 2, on est sur un dispositif FEDER. Voilà. Mais c'est une cuisine interne, c'est nous qui gérons ça, qui gérons le dispositif. Le prêt, c'est un prêt de trésorerie à taux zéro, sans garantie, puisque le pré-rebond comporte une garantie interne qui est supportée par la région Réunion. Il n'y a pas de frais de dossier, donc c'est vraiment un dispositif incitatif pour accompagner les entreprises dans cette période de relance et de rebond. Voilà. Que dire de plus? On est sur une durée de remboursement de 7 ans et qui comporte automatiquement un différé de 2 ans. Donc, l'entreprise n'est pas obligée de rembourser tout de suite le prêt qui lui sera accordé. Autre précision, nous sommes bridés à 300 000 euros, donc c'est une enveloppe de 300 000 euros qui se cumule avec le pré-rebond 1. Une entreprise qui a déjà eu du pré-rebond 1, qui a déjà eu 150 000 euros de pré-rebond 1 l'année dernière, ne pourra pas prétendre à plus de 150 000 euros de pré-rebond 2. Préciser qu'il faut que l'entreprise ait des fonds propres positifs au 31 décembre 2019. La situation... Tout à fait, donc c'est un des fondamentaux du dispositif. On est bridé au niveau des fonds propres. Donc une entreprise qui n'a pas de fonds propres est automatiquement exclue du dispositif. Et là, on peut la réorienter sur d'autres accompagnements. Du bilan se fait au 31 décembre 2020 ou 30 juin 2021, puisque les bilans 30 juin commencent déjà à sortir. En tout cas, c'est le dernier bilan qui fait foi. Les guichets d'entrée ont été désignés par la région comme étant Initiative Réunion pour les entreprises qui sont domiciliées dans l'Ouest et le Sud, et France Active pour les entreprises domiciliées dans le Nord et dans l'Est. Le processus est le suivant. L'entreprise
contacte un de ces deux guichets, prépare son dossier, transmet son dossier. Il y a un premier regard, une première sélection qui est faite par ces deux intervenants. Et ensuite, le dossier est transmis à BPI France pour un deuxième regard et pour une mise en force. La mise en force, c'est l'édition des contrats et le décaissement. Et que ces deux partenaires étaient déjà les partenaires du Les partenaires historiques qui nous ont déjà accompagnés sur le dispositif 1 et qui sont déjà rodés sur la mécanique. Donc, on essaie à partir du moment où un dossier est complet, on essaie de sortir les offres au bout d'une semaine. C'est la mission qu'on se donne. Alors, si le dossier arrive un vendredi, il y aura 2 jours peut-être de battement en plus, mais on essaie d'être très efficace et c'est l'historique qu'on a sur le dispositif 1. On a à peu près 10 jours de délai entre une mise en décision et un décaissement. Le délai de déroulement, le déploiement en fait, des fonds? Alors, à partir du moment où le dossier est complet, je dis bien… L'enveloppe. C'est une très bonne question parce que l'enveloppe de 15 millions 9, hein, donc c'est la capacité d'engagement sur ce dispositif pré-rebond 2, elle est normalement à échéance 31 décembre 2021. D'accord ? Donc, il faudrait que les dossiers, au plus tard, nous arrivent avant la fin du mois de novembre, tout début décembre. Mais je vous avoue qu'on est en train de négocier, de regarder auprès de nos instances si on peut avoir un peu de rab, parce que le délai est très court et la contrainte, elle n'est pas budgétaire réellement, elle est dans le législatif. On s'appuie sur l'état spécial Covid qui a été aujourd'hui déployé jusqu'au 31 décembre 2019. Et donc, en fait, si tu veux, cette aide d'État sur laquelle on s'appuie pour pouvoir financer ce type de produit arrive à terme à ce moment-là et on n'a pas de visibilité. Est-ce que ça va être reconduit sur 6 mois? C'est un message qu'on a déjà fait passer, qu'au 31 décembre 2020, on risque d'être un peu court. Et on attend peut-être aussi les décisions de l'État, des différents ministères pour pouvoir proroger un minima de 3 mois. Donc, le niveau des fonds propres, on peut regarder le niveau de fonds propres sur le bilan 2020 ou 2021. Le dernier bilan. Alors, on regarde ce sujet avec bienveillance, bien sûr, et on a la capacité d'intégrer les fonds propres élargis. Une entreprise qui a des comptes courants d'associés, on pourra l'intégrer dans notre analyse. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Je pense avoir tout dit. Ah oui, quelque chose d'important, on est également soumis au règlement des minimis. Donc, le pré-rebond étant un prêt subventionné, on calcule un équivalent subvention pour ce dispositif. Donc, il faudra bien qu'à un moment donné, on vérifie toutes les subventions que l'entreprise a obtenues pour pouvoir confirmer ou pas l'octroi du dossier ou éventuellement brider le montant qu'on va octroyer pour respecter ce règlement. Eric, oui. Dans ce cas, si l'entreprise a déjà bénéficié d'un prêt à tout, est-ce que ça rentre dans le… Alors, si l'entreprise a déjà bénéficié d'un prêt à tout, alors le prêt à tout, c'est un dispositif purement BPI France. Si l'entreprise a déjà bénéficié d'un prêt à tout, d'un PGE, d'un prêt de développement outre-mer, enfin, peu importe quel dispositif de trésorerie l'entreprise a déjà obtenu, elle peut prétendre au dispositif pré-rebond 2. La seule contrainte, c'est le règlement des minimis. Et pour moi, il y a 3 contraintes. Le règlement des minimis, si elle a déjà obtenu un pré-rebond, c'est l'enveloppe maximale de 300 000 €. Et la 3e contrainte, là je parle à un banquier, c'est la capacité de remboursement de l'entreprise, bien entendu. D'accord. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'est-ce qu'on va financer à travers ce pré-rebond. On va financer les besoins de développement, de croissance, on va financer le BFR, tout ce qui n'est pas palpable. La vocation n'est pas forcément d'aller financer un matériel, un camion ou un élément bien déterminé, mais tout ce qui n'est pas palpable, tout ce que l'entreprise va mettre en œuvre pour pouvoir se relancer et repartir d'ici la fin de l'année. Un dossier complet, ça correspond à quoi? Un prévisionnel plus le dernier bilan? Alors, je parle sous contrôle d'un peu tout le monde. Le prévisionnel, aujourd'hui, n'engage que vous. Même BPI France, aujourd'hui, est incapable de faire un prévisionnel sur son activité. Donc, on vous demande. Tous ceux qu'on a fait n'ont pas tenu la route.
Mais on va vous demander, bien sûr, vos éléments financiers, les derniers bilans. On va vous demander votre estimation d'activité. Je dis bien estimation, je ne veux pas employer le mot de prévisionnel parce qu'on ne veut pas que vous alliez passer du temps avec un expert comptable à travailler des chiffres. Non, on veut votre estimation, votre ressenti. Avec ce qu'on va vous donner, quel sera votre atterrissage 2021 et qu'est-ce que vous prévoyez de faire. Donc, quelques chiffres, chiffre d'affaires, EBE, résultat d'exploitation, ça nous suffit. D'accord ? Voilà, ne vous compliquez pas la vie. Le maître mot sur ce produit, la BPI et la Réunion, on veut un produit agile. Facile à mettre en œuvre. On vous demande des éléments mais basiques, hein, votre bilan, les éléments juridiques pour vous connaître, et on peut enclencher un dossier. Donc les éléments juridiques, c'est statut, cabis, pièce d'identité. Voilà, on n'ira pas plus loin. À ce jour, on a déjà une vingtaine de dossiers engagés, décaissés, pour à peu près 1,4 million. Donc, la machine est déjà en route. Hein, donc, allez-y. Vous avez les coordonnées des interlocuteurs. J'ai emmené quelques fiches produits. Si vous avez besoin d'une fiche en PDF, Alexandre pourra vous l'envoyer. Y a-t-il une condition de chiffre d'affaires? Pas de condition de chiffre d'affaires. C'est une condition pour moi plutôt de capacité de remboursement. Pas de questions en ligne? Sur la durée minimale d'existence qui est de 1 an. Comme il n'y a pas de condition de chiffre d'affaires, donc pratiquement ça peut vouloir dire qu'une société qui a simplement été immatriculée il y a plus d'1 an, qui n'aurait pas encore généré de chiffres. Non. D'accord. Il faut qu'il y ait déjà une activité enclenchée, engagée, qu'elle ait montré qu'elle a déjà fait du chiffre et que. Voilà. D'autres questions? On passe à l'intervenant suivant. Bonjour à toutes et à tous, ici et en visio. Je vais maintenant vous parler du financement alternatif à La Réunion. Je suis Joanne Adam, je travaille au cabinet La Financière Investissement. J'ai dirigé une entreprise pendant une quinzaine d'années ici. Et effectivement, la question de financement de l'entreprise revient souvent, surtout pour le chef d'entreprise qui a parfois très peu le temps de s'y attarder malheureusement. Notre ADN au sein du cabinet de La Financière, c'est replacer le dirigeant en tant qu'acteur de ses propres décisions. On se rend compte que bien souvent, il est victime du temps qui passe, victime de l'économie. Nous souhaitons vraiment pouvoir le replacer au centre et s'intéresser principalement à ses problématiques à lui en tant que dirigeant et à ses problématiques, bien sûr, au sein de son entreprise. Alors, le rôle d'un cabinet de conseil en investissement, c'est d'une part, bien évidemment, accompagner. Accompagner n'est pas un vain mot. Il est vraiment important aujourd'hui de pouvoir faire expert, orienter les stratégies de développement par le financement et les solutions multiples possibles aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de solutions. Il est important d'être averti. Et bien sûr, optimiser les performances de l'entreprise. On est convaincu au sein de La Financière Investissement qu'il est bon de faire les choses de manière collective, solidaire et de façon participative. Bien seul, meilleur ensemble. Sécuriser, on a vraiment besoin de sécuriser un petit peu l'ensemble du processus décisionnel lié au financement de l'entreprise. Et ceci peut se faire uniquement grâce à une expertise évidemment fine, couplée d'un cadre réglementaire strict. Pour nous, le bien-être financier n'est absolument pas ni une tendance ni une mode. J'ai moi-même subi de lourdes difficultés de santé parce que je n'étais pas accompagnée. Et j'ai perdu mes entreprises. Ensuite, merci Alexandre. Effectivement, accompagner, c'est quoi? C'est tout simplement se replacer dans l'économie actuelle,
ne pas s'imaginer que l'accompagnement est dédié aux grandes entreprises, ne pas s'imaginer que l'accompagnement coûte cher. Ce n'est pas vrai. 2, vous orienter vers les solutions de financement adéquates, sur mesure, qui, très souvent, jusqu'ici, étaient clairement dédiées aux grands comptes et aux initiés. Il est hors de question que ça continue. 3, optimiser les réponses par une analyse précise de votre situation, bien évidemment, et une analyse précise de l'économie locale, nationale, mais également européenne. 4, sécuriser le dispositif par un travail collaboratif entre experts autour de votre entreprise. Le mantra du cabinet est celui d'Albus Financement, avec qui nous travaillons sur les solutions qu'on va vous proposer tout à l'heure. Notre mantra, c'est pour que demain ressemble à ce que vous voulez aujourd'hui. Faire croître nos entreprises, c'est regarder dans la même direction, c'est se doter des meilleures solutions du marché. Comme on dit à La Réunion, on n'est pas moins, on n'est pas plus, mais on a le droit d'avoir les meilleures solutions du marché. Elles existent. Le rôle du cabinet est de créer le parcours financier le plus performant et le plus rapide possible. La longueur, évidemment, le temps est un frein, voire un ennemi. La Réunion, riche, regorge de talents, d'idées, d'entreprises, de patrimoine. Tel un coach de vie, effectivement, on pourrait se prétendre être un petit peu comme ça, comme un coach sportif ou un coach de nutrition. Le cabinet La Financière Investissement joue parfaitement ce rôle. Nos métiers mutent tous, ils innovent. S'entourer de spécialistes de la finance est devenu indispensable. Ce n'est pas réservé aux gros. Nous sommes convaincus par la richesse de notre économie locale. Nous avons de belles histoires à raconter et surtout beaucoup d'histoires à écrire ensemble. Tout à l'heure, Marc nous parlera de quelques exemples concrets. Notre volonté, clairement, ici, avec Jean-Marc Meunier, cabinet La Financière Investissement, notre volonté est de rendre accessible, c'est de vulgariser, c'est de dédiaboliser les meilleures solutions de financement pour nos TPE et PME locales. Et bien sûr, tout ceci dans un cadre légal très strict des marchés financiers. Notre venue aujourd'hui est aussi avant tout pour lever les a priori, lever les réserves, lever les freins. Le secteur de la finance, du financement, parfois peut faire peur. Donc, c'est dommage, parce que ça nous empêche parfois d'aller voir tout simplement quelles sont les solutions qui s'offrent à nous. C'est l'objectif de notre meeting de ce matin. Je vous laisse découvrir avec Marc le crowdlending à La Réunion. C'est tout simplement le prêt entre acteurs économiques locaux. Tu gagnes, je gagne. Et c'est ensemble que notre tissu économique croît. N'attendons plus. Dans quelques instants, Vincent Aubrat nous expliquera comment ça fonctionne exactement dans les détails. Et on terminera par vos questions, bien évidemment. Et nous remercions le MEDEF de nous avoir donné la possibilité de nous adresser à vous, chefs d'entreprise, qui devaient et pouvaient bénéficier à la fois des solutions de la région, de la BPI et d'autres solutions innovantes que propose aujourd'hui le marché Réunion. Marc, je vais te laisser la parole. Bonjour à tous. Merci Joanne pour cette très belle introduction. Je me présente, donc, je m'appelle Marc Dadmont. Je suis belge, j'ai eu la chance de découvrir La Réunion il y a maintenant 8 ans. Je suis moi-même chef d'entreprise depuis 5 ans et avec La Financière Investissement, j'accompagne les... Ouais, je vais rester là. C'est pour le micro. Ah oui, on m'entend. Donc, avec La Financière Investissement, je conseille aujourd'hui les entreprises dans la mise en place donc, de stratégies d'optimisation financière et fiscale, mais aussi dans la mise en place de stratégies d'optimisation et de sécurisation de leur trésorerie. Ce que je constate au travers de mon activité aujourd'hui, c'est que nous avons à La Réunion de la compétence, nous savons faire tourner les entreprises, nous générons du cash, mais que dans la plupart des cas, aujourd'hui, ça s'arrête là. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, au travers d'une activité d'une durée de 25 ans, eh bien, il y a moyen d'aller créer autant, voire plus, de richesses en optimisant sa trésorerie d'entreprise au travers de l'outil d'exploitation. Donc, nous avons innové avec La Financière en partenariat avec Albus Financement, vraiment en symbiose avec Albus Financement. Nous avons innové, donc nous avons
remettre les choses dans leur contexte, c'est Jean-Marc Meunier, donc le gérant du cabinet de la finance et investissement, qui a eu la chance de rencontrer Vincent Brasse, qui prendra la parole juste après. Il se présentera aussi de manière un petit peu plus approfondie, mais Vincent est un spécialiste des marchés obligataires. Donc, il a revendu des obligations de grandes entreprises en recherche de financement via salle de marché à des investisseurs principalement institutionnels ou bancaires. Il faisait ça donc dans une grande banque à Bruxelles. Et fort de cette expérience, la réflexion elle a été de se dire pourquoi ne pas mettre en place à La Réunion quelque chose d'intéressant, quelque chose de cohérent, notamment face au constat aujourd'hui du problème des entreprises réunionnaises de financer leur croissance. Donc ces entreprises, ces petites entreprises, puisqu'à La Réunion, ce sont majoritairement des petites entreprises, rencontrent un problème aujourd'hui que nous ne rencontrons pas, par exemple, dans un pays comme l'Allemagne. Aujourd'hui, les TPE, les PME allemandes ont de la croissance, elles ont de la trésorerie, elles ont des moyens, elles ont de la souplesse. Alors, à quoi est liée donc cette problématique en France? Il y a une des raisons à cela, c'est qu'aujourd'hui, la majorité d'entre nous, en France, épargne. On voit donc cette épargne sur des fonds en euros dits à capital garanti qui perdent de leur valeur à cause de l'inflation, qui peuvent être exposés au risque systémique. Également, pendant que dans le même temps, nos cousins allemands sont aujourd'hui plus de 50% à investir dans le tissu économique de leur pays. Donc, ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, les TPE et les PME allemandes soutiennent une croissance en moyenne de 2 à 3 fois plus que les TPE et les PME françaises. Donc nous avons mis en place une structure. Aujourd'hui, c'est une structure qui est donc un partenariat entre Alpus Financement et Finance et Investissement, une structure entièrement dédiée à La Réunion, 100% réunionnaise. Cette plateforme qui est la marque blanche d'une plateforme qui s'appelle les Entreprêteurs à Paris. Cette plateforme, les Entreprêteurs, aujourd'hui, est bien entendu agréée par l'autorité des marchés financiers. Depuis 2014, elle a levé aujourd'hui plus de 30 millions d'euros et elle recense donc, sur sa plateforme plus de 10 000 investisseurs particuliers. Eh bien, la spécificité de cette plateforme, c'est qu'elle va lever des fonds auprès d'investisseurs, aussi bien particuliers que professionnels, bien entendu, et que cet argent donc, qui va être récolté, eh bien, il va être réinvesti dans des entreprises réunionnaises en croissance, en développement, et qui ont aussi une certaine dynamique de création d'emplois. Je suis en train de faire mon temps. Alexandre, tu peux passer au slide suivant. Donc, ce que nous avons fait, en réalité, ce n'est que de rendre accessible un outil qui, jusque-là, n'était réservé qu'aux seules grandes entreprises. Quand on regarde ce slide, donc, ce sont des données de la Banque de France, que Vincent commentera aussi un petit peu plus en détail, notamment par rapport à la structuration de la dette dans les grandes entreprises. On constate eh bien, qu'aujourd'hui, une majorité de TPE, PME se financent au travers des banques, quand une grande majorité des entreprises, des grandes entreprises, eh bien, va lever des fonds sur les marchés obligataires. Alors la question, je vais donner un petit peu plus d'explication. Qu'est-ce qu'une obligation? Je suis une entreprise en recherche de financement, donc je vais émettre de la dette obligataire, je vais émettre des obligations, et en face, eh j'investis, je prête de l'argent à cette entreprise qui va me le rembourser avec des intérêts. On verra avec Vincent, il existe plusieurs modes de remboursement et plusieurs modes de financement. Donc aujourd'hui, en France, on a pris quand même pas mal de retard. C'est encore assez peu connu.
contrairement par exemple aux pays anglo-saxons. J'ai pris l'exemple de l'Allemagne tout à l'heure, mais je pourrais aussi parler des États-Unis. C'est d'ailleurs là qu'est né le crowdfunding, littéralement traduit financement par la foule, grâce notamment à l'émergence d'Internet et des réseaux sociaux. Donc on a du retard. La structure qu'on a mise en place aujourd'hui, elle en est à sa 4e levée de fonds. La 5e va débuter dans peu de temps. Mais ce qu'il faut comprendre, le vrai objectif donc, derrière tout ça, c'est vraiment de recréer cette boucle vertueuse. Je parlerai de recréer cette économie circulaire, de réorienter notamment toute une partie de cette épargne dans l'économie réelle, de recréer cet écosystème financier qui va générer donc, cette manne financière profitable à l'économie réunionnaise. Alexandre. Je reviens en arrière. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi aujourd'hui, c'est que le monde donc, du financement bancaire et le monde du financement alternatif sont deux mondes totalement différents. Ce sont deux méthodologies de travail différentes, deux méthodologies de financement différentes, mais qui peuvent être totalement complémentaires. Une banque aujourd'hui, par exemple, que va-t-elle financer? Une banque va, Alexandre, une banque, elle va principalement financer ce qu'on appelle les immobilisations. Ça va être du matériel, ça va être les murs, ça va être les outils de travail, éventuellement certains autres besoins plus spécifiques à l'entreprise. Tout ça aujourd'hui va majoritairement être financé au travers de ce qu'on appelle un crédit amortissable, c'est-à-dire que l'entreprise va devoir rembourser des intérêts, du capital et des intérêts directement. Les garanties qu'une banque va prendre, en général, on va parler de garantie hypothécaire ou un acte de cautionnement sur, par exemple, des actifs. Dans le monde du financement alternatif, que va-t-on financer? Aujourd'hui, la question à se poser, c'est de quoi a besoin une entreprise en croissance? Une entreprise en croissance, donc qui a besoin, par exemple, de passer des commandes de matériel, mais qui a du mal à aller chercher ce matériel parce que plus elle a de commandes, plus elle a d'acomptes à payer à ses fournisseurs, eh bien, elle a besoin de trésorerie. Il lui faut du besoin en fonds de roulement. Et à La Réunion, sur des cycles d'exploitation qui vont en moyenne de 3 à 8 mois. Mais de quoi peut-elle avoir besoin également? Eh bien, de fonds propres. Un promoteur immobilier, par exemple, il a 5 millions de fonds propres. En face, il a des marchés, il a la possibilité chaque année de faire 10 opérations. Mais pour chacune de ces opérations, les banques vont lui demander 10% d'apport, donc il ne pourra en faire que 5, puis il est bloqué. Qu'est-ce qu'il va faire ce promoteur? Eh bien, il va venir nous solliciter pour lever des fonds et pouvoir effectuer donc ces opérations. Là, on sera sur des durées un petit peu plus importantes de financement de l'ordre de 24 à 36 mois. Et au travers de cet exemple, là j'insiste, on voit vraiment donc la complémentarité entre le monde du financement bancaire et le monde du financement alternatif, levée de fonds, puisque ce promoteur ici eh bien, vient augmenter ses fonds propres grâce à la levée de fonds obligataire et va pouvoir aller retrouver donc, ses partenaires bancaires pour pouvoir financer les opérations qu'il ne pouvait pas faire initialement. On va majoritairement travailler aussi avec du crédit infiné, c'est-à-dire que l'entreprise dispose de l'entièreté de son capital pendant toute la durée du crédit. Elle peut faire sa marge, elle peut faire tourner son entreprise. Et au niveau des garanties, on va mettre évidemment les meilleures garanties en place pour pouvoir sécuriser les investisseurs. Et on va parler notamment de la garantie qui est le plus souvent utilisée, qui sera le plus souvent utilisée, c'est la fiducie. On s'en développera plus en détail par après. Donc vous l'avez compris, tout ce que nous allons financer au travers de ces levées de fonds, ce sera pour faire de la trésorerie. Alors, bien entendu, les entreprises que nous allons accompagner que des entreprises solides. L'analyse financière qui est effectuée donc, par Vincent dans un premier temps et qui est effectuée par une équipe d'analystes financiers sur Paris dans un second temps est extrêmement
Je voudrais, avant de passer la parole à Vincent, insister, mettre en avant un point important. On a constaté donc au travers des premières levées de fonds qu'on a effectuées que les gens qui ne connaissent pas le monde du financement alternatif ont tendance à imaginer que ces sociétés en fait viennent nous solliciter parce que les banques ne les financent pas à cause de problèmes de solvabilité, mais ce n'est absolument pas ça. C'est simplement qu'aujourd'hui, nous sommes capables de financer des choses que le cadre réglementaire ne permet pas aux banques de financer. Ce n'est pas un problème de solvabilité. Donc voilà, je vais passer la parole à Vincent. J'ai abordé le concept de manière assez généraliste, volontairement. Vincent va rentrer au cœur de la mécanique au travers aussi d'exemples plus concrets. Et après, on répondra avec plaisir à vos questions. Voilà, Vincent, merci beaucoup. Je te passe la parole. Bonjour à tous. Merci Marc pour ta présentation. Donc, je me présente, Vincent Aubras. Je suis originaire de La Réunion. Je viens aujourd'hui en tant que conseil en financement de haut de bilan dans les entreprises. Et donc, via ma structure qui s'appelle CDV Ingénierie Financière. Bon, mon parcours professionnel a été typiquement dans la finance de marché, où j'ai travaillé dans la banque du financement du Crédit Agricole à Calion, à la Défense, où je structurais, j'aidais en fait la banque à améliorer ses fonds propres dans un premier temps. Et j'ai travaillé pendant 5 ans sur les fonds obligataires dans une société de gestion, Candriam Asset Management à Bruxelles, qui pesait 150 milliards d'euros. J'avais en gestion 4 fonds d'investissement qui pesaient 4 milliards d'euros. Mon métier était essentiellement de prêter aux grandes entreprises des fonds d'institutionnels sous format obligataire. Donc, j'ai fait ça pendant 10 années et je suis rentré à La Réunion, j'ai racheté une entreprise, une menuiserie, et j'ai très vite été confronté aux problématiques du chef d'entreprise, d'une trentaine de personnes, avec les aléas du chef d'entreprise, les contraintes de financement bancaire. J'avais ce petit avantage d'avoir travaillé dans les marchés financiers, donc j'ai pu tester un peu tous les produits financiers, on va dire, alternatifs, mais ça n'a pas empêché que j'ai connu les difficultés du chef d'entreprise, les mauvais côtés, avec un redressement judiciaire en 2018 sur la partie menuiserie, un plan de redressement, un plan de continuation validé en 2020, entre-temps avec la recherche de fonds de retournement pour aider ma société. Et force est de constater que en fait, le fonds de retournement qui est basé en métropole ne connaît pas le territoire, et donc très compliqué de ramener en fait les investisseurs extérieurs à La Réunion. Donc de ce constat est né en fait Albius Financement, et donc l'idée de créer justement un écosystème local pour des entreprises locales. Donc le but d'avoir des investisseurs locaux qui prêteraient des entreprises locales. Notre process en fait d'intervention, donc on intervient donc évidemment sur le financement d'entreprises. On va essayer d'accompagner les entreprises sur leurs besoins de trésorerie à partir des actifs circulants, du financement immobilier notamment chez les promoteurs pour la partie fonds propres. Donc l'objectif est d'accompagner là où les partenaires bancaires ne peuvent pas de manière réglementaire intervenir. Les critères d'éligibilité sur le slide suivant, entreprise française évidemment, 3 années d'ancienneté avec 2 bilans, CA supérieur à 250 000 euros, des résultats et des capitaux propres positifs. Nous sommes sur un financement alternatif, donc nous n'excluons pas du sur-mesure. Le seuil de collecte, ce qui est important de souligner, on peut aller en termes de plateforme réglementée AMF jusqu'à 8 millions d'euros par projet et par année. Dans ce slide, je le mets 5 millions parce qu'on va basculer sur une réglementation européenne qui va abaisser en fait ce seuil à 5 millions à partir de novembre 2021. On va dire que par rapport à notre écosystème, jusqu'à 5 millions d'euros, on a de quoi faire.
pour accompagner les entreprises de La Réunion. En termes de besoins de financement, donc nous n'avons pas de thème prédéfini. On peut intervenir sur tout type de sujet, que ce soit de l'apport en fonds propres via des actions, des quasi-fonds propres via des obligations convertibles, du refinancement de la dette bancaire, du refinancement de la dette dans le sens où le promoteur qui a déjà des fonds propres bloqués, on pourrait venir refinancer ses fonds propres pour aller sur un autre projet, du financement de commandes, de financement de stock, de financement de créances, notamment des subventions et des conventions fédérales. On a ce sujet, le terme alternatif, il est là pour vraiment ouvrir en fait le champ des possibles. Sur le slide suivant, donc là, on a une synthèse en fait de notre périmètre d'intervention, donc tout type de PME à partir de 50 000 euros. Sur le premier schéma, on peut intervenir sur de l'amortissable jusqu'à 36-48 mois. Les types de sécurisation qu'on va prendre, ce serait selon les dossiers. Notre deuxième point d'intervention sur le BFR, la trésorerie, le portage de stock, d'avance de créances. On est sur du minimum 200 000 euros annuels, avec essentiellement une structuration, cette fois-ci en obligataire, avec des durées courtes de 12 mois. Le type de sécurisation, on va ici mettre en place de la fiducie. Je vais vous expliquer un petit peu, très rapidement, la fiducie, mais on pourra discuter de manière plus approfondie en aparté sur cette sécurisation et sur la partie promotion immobilière, accompagnement de la promotion, 100 000 euros, à partir de 100 000 euros, des durées de 12 à 36 mois, avec des cautions du dirigeant de la holding, de caution personnelle, garantie à première demande de la holding du promoteur, éventuellement des contrats hypothécaires. Donc, je me permets de revenir sur ce slide parce qu'il est assez important, à mon sens. C'est que quand on regarde ce slide, on constate en fait que la taille de l'entreprise influe sur son mode de financement. En fait, plus la taille est importante, plus les sources de financement sont diversifiées. Notre objectif, nous, est d'accompagner justement les TPE-PME de La Réunion à se diversifier justement avec ce genre des produits que les grandes entreprises ont accès. Et on va vulgariser un peu ces produits pour permettre aux petites TPE-PME d'avoir accès à ces sources de financement. Donc, du coup, si on fait un petit focus sur le slide suivant, on constate en fait notre univers. Je vous présente ici notre univers en fait d'intervention. On a évidemment la dette bancaire qui intervient en premier, donc qui est l'acteur privilégié du chef d'entreprise dans un premier temps. Mais nous, on est capable d'intervenir sur la suite et donc sur les autres types de dettes. Donc, on a une typologie de dette qui est la dette obligataire. On parle essentiellement de dette obligataire ici, de la dette senior, de la dette unitranche et de la dette mezzanine, avant d'arriver aux actions. En tant que plateforme agréée, CIF, nous pouvons intervenir de la dette senior jusqu'aux actions. Une fois ce schéma montré, on peut le basculer dans une présentation bilantaire. Ici, on va considérer la structuration de la dette et on va peut-être mieux comprendre les coûts engendrés par les dettes, on va être alternatives. Aujourd'hui, on peut partir sur une structure dédiée ciblée par les actionnaires qui ont 30% de capitaux, qui vont aller voir de manière naturelle le banquier et donc solliciter le solde, et donc les 70% de dettes au niveau de son banquier. Les contraintes du banquier, évidemment, notamment, on vient d'en discuter juste avant avec BPI, on a cette contrainte de fonds propres. L'intervention, notamment du prêt rebond, justement, c'est un 1 pour 1. Donc, effectivement, ici, on a cette zone de conflit qui va apparaître.
où on nous demande 50% de capitaux pour 50% de dette. Évidemment, le chef d'entreprise n'ayant pas ces 20 autres pourcents, le financement alternatif commence à apparaître. Donc, le financement alternatif va pouvoir accompagner le chef d'entreprise en modulant en fait son bilan avec des capitaux, de la dette mezzanine que la région Réunion a présentée, c'était des obligations convertibles, de la dette obligataire unitranche qui est un mix entre de la dette senior qui est de la dette privilégiée et de la dette mezzanine. Donc, on peut, à côté des partenaires traditionnels, accompagner de manière alternative le chef d'entreprise. Donc ici, évidemment, accompagner, ça veut dire recherche d'investisseurs, création de l'écosystème local, et donc solliciter des investisseurs locaux qui prendront part au projet du chef d'entreprise. Pour cela, on a besoin de sécuriser les investisseurs. Les investisseurs, c'est des gens comme vous et moi qui ont un peu d'épargne et qui vont injecter dans un projet qu'on va estimer être intéressant. La mécanique est assez simple, c'est que nous, plateforme, on va sélectionner les porteurs de projets, on va analyser, puis présenter à notre panel d'investisseurs, notre communauté d'investisseurs, les projets. Et l'investisseur aura le libre choix d'investir ou non dans le projet. Évidemment, pour sécuriser, nous avons besoin justement de sécurisation. Donc, on pourrait éventuellement demander la caution personnelle, des garanties à première demande, des hypothèques, mais on a essayé d'innover et d'apporter une solution supplémentaire qui est la fiducie de sûreté. En fait, l'objectif est d'apporter de la flexibilité aux chefs d'entreprise tout en sécurisant les investisseurs. L'objectif donc de la fiducie de sûreté, je ne vais pas trop m'attarder parce que nous allons rentrer plutôt dans des notions techniques, mais grosso modo, la fiducie de sûreté, Alexandre, s'il te plaît, c'est un contrat passé entre un emprunteur, qui est le constituant, un prêteur, qui est le bénéficiaire, et un fiduciaire, qui est un tiers, notaire, avocat ou société fiduciaire, qui va sécuriser en fait le patrimoine qu'on aura financé au profit des investisseurs. Donc, pour continuer, aujourd'hui, ce qui va nous rendre en fait, ce qui va nous permettre en fait d'intervenir là où les acteurs traditionnels ne peuvent pas le faire, c'est justement ce mécanisme de fiducie. Et donc, nous pourrons éventuellement regarder des sujets sur le financement de stock, sur le financement de créances, des créances en germe, notamment la convention FEDER qui a été validée, mais où on a du mal à aller financer par rapport aux contraintes en fait, des acteurs traditionnels, du financement de commandes. Et donc, je vais vous présenter un petit schéma très rapide et essayer d'être assez explicite en fait, sur ce schéma. Nous avons un acteur, donc un porteur de projet qui a obtenu une convention FEDER validée, qui est venu nous voir parce qu'elle aurait aimé avoir ce relais de financement, que n'a pas pu, par les contraintes, cette fois-ci, on va dire, réglementaires, être financée par le banquier, mais a eu un accompagnement bancaire, donc est venu nous voir pour préfinancer cette subvention. Pour préfinancer cette subvention, ce qui a été fait, c'est qu'on a réuni plusieurs acteurs. On a réuni un marché obligataire, donc des investisseurs particuliers et entreprises. En l'occurrence, sur ce dossier-là, on avait beaucoup plus d'entreprises que de particuliers. Une convention validée FEDER, donc pour le coup exigible, et on a fait intervenir un tiers de confiance. Ce tiers de confiance a pris à tâche auprès des guichets FEDER pour comprendre la subvention et toutes les subtilités de cette subvention. Une fois qu'on a analysé cette subtilité de cette subvention, on a fixé le montant maximum de notre intervention sur cette subvention. Et là, en l'occurrence, c'était 80% de la subvention. Ce tiers de confiance sera l'interlocuteur privilégié du chef d'entreprise et du guichet, parce que
ce qu'on a comme problématique en tant que chef d'entreprise, c'est qu'on a la tête dans le guidon et la partie administrative, à un moment donné, ça prend le pas. Et une fois qu'on a besoin de débloquer cette subvention, et au final, là, ça commence à bloquer. Donc, l'idée, c'est de vous accompagner sur tout un schéma. Donc, vous voyez qu'il y a de l'ingénierie financière, mais il y a aussi du financement alternatif derrière. Donc, cette subvention sera cédée de manière contractuelle aux fiduciaires, au profit des fiduciaires. Donc, la somme de la subvention sera au profit des fiduciaires. Donc, le fiduciaire qui est le représentant des investisseurs. Et nous avons sécurisé le compte courant associé parce que c'est cette holding qui a levé les fonds, injecté dans la SAS d'exploitation. Et vous voyez un double effet, c'est que cette SAS, la holding aura bloqué son compte courant associé et qui va permettre d'aller voir nos partenaires BPI pour justement préfinancer la suite avec des taux beaucoup plus intéressants. Je vais passer sur le dernier slide et peut-être insister sur la partie coût. Donc ici, on a un schéma de montage et de sécurisation où on a un client qui a besoin de financer une commande, un marché qui tombe, des lignes bancaires qui sont au taquet, de la croissance. Rien de plus frustrant pour un chef d'entreprise, c'est de refuser ce bon de commande et de galérer pour sortir en fait ce chiffre d'affaires supplémentaire. Donc, l'idée, ce qu'on a eu, c'est de préfinancer la commande. Pour ça, on va s'appuyer sur deux schémas. Le bon de commande fournisseur et le bon de commande client. L'analyse va se faire en 3 temps. L'analyse de l'émetteur, évidemment, donc du porteur projet qui va venir nous solliciter. L'analyse du bon de commande client, voir la capacité et donc la solvabilité du client final, et l'analyse du fournisseur et donc la capacité à fournir le produit. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va structurer ici une obligation qui va coller dans votre cycle d'exploitation. On va supposer ici que le cycle d'exploitation de la société, c'est 4 mois. On va nous émettre une obligation de 6 mois qui va permettre à ce chef d'entreprise de lever les fonds à hauteur de son bon de commande, d'acheter comptant la marchandise auprès du fournisseur, faire traverser, donc faire voyager sa marchandise jusqu'à La Réunion, donc le supply chain, donc prendre le laps de temps nécessaire pour l'acheminement, lui permettre de faire sa vente et à la fin de récupérer les fonds pour rembourser la quote-part. Donc ici, on intervient du coup dans la supply chain en fait du chef d'entreprise où on va l'accompagner dans la croissance supplémentaire. Ici, c'est un taux d'intérêt qui va sortir à 7,5% in fine annuel, 7,5% annuel sur 6 mois. Donc, nous, on a structuré une obligation sur 6 mois. On fait la moyenne. Le coût de cette opération pour le chef d'entreprise tourne autour de 2,90, 3,35 en fonction du temps qui va déboucler. En fait, le schéma est assez simple, c'est que le fait d'avoir structuré une obligation sur 6 mois va permettre à ce chef d'entreprise d'avoir les fonds disponibles, de faire plusieurs rotations dans les 6 mois, ce qui va normalement diminuer son coût et donc diminuer le coût de l'emprunt sur la marge. Donc, on va pas plus parler de notion de coût, de notion d'intérêt, mais plutôt de coût sur la marge. Et donc, ça va lui coûter entre 2 et 3%, ce qui est nettement mieux que 0 parce qu'il n'avait pas eu à ce jour-là son financement. Donc, voilà un petit peu notre façon d'intervenir, notre façon de penser. Donc, on est surtout dans un schéma alternatif où on essaie d'allier tout l'écosystème, donc l'écosystème traditionnel, la partie institutionnelle avec les institutions régionales, la BPI. Donc, on essaie de vraiment accompagner le chef d'entreprise à débloquer ses projets dans cet environnement. Donc, voilà, je pense que j'ai été assez long. Je vous remercie.
peux juste me permettre peut-être de prendre le relais rapidement, nous avons financé 4 projets, un dans le domaine commercial, dans la vente de matériel informatique, téléphonie reconditionné, une autre dans le domaine en cours alimentaire, une autre dans le domaine de l'industrie, bâtiment, construction, et une autre dans l'hôtellerie. Ça peut être du fonds FEDER, de la commande, ça peut être des petits projets à partir de 50 000 €. On travaille actuellement sur un très beau projet avec des biodigesteurs portables. Donc, c'est vraiment une dynamique très intéressante, mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que c'est un écosystème. Ce n'est pas dans notre ADN franco-français. Je suis belge également, mais ça fait 3 ans que j'habite en France. Mais pour que ça marche, il faut que les gens jouent le jeu. Donc, au lieu l'idée d'aller mettre son argent dans de l'épargne traditionnelle, classique, c'est se dire, comme nos cousins allemands, mettez-le au travers d'un système avec une forte visibilité et sécurisation à partir de 2 000 € dans des entreprises locales identifiées avec des durées d'investissement de 3, 4, 6 mois, voire 1 an. C'est le gros dossier qu'on est en train de lever actuellement, qui est pour nous une levée à 3,5 millions, qui est une très grosse levée. Et donc de mettre en place cet écosystème. Donc on a tous un rôle à jouer en tant que chef d'entreprise, j'insiste, parce qu'on a pas mal de clients qui viennent nous voir en disant « Oui, c'est génial, je veux ». Oui, mais il faut également que ça fonctionne dans l'autre sens. Donc le bouche-oreille va, je pense, aider beaucoup. C'est la raison également pour laquelle on était très heureux de participer à cette réunion avec les acteurs traditionnels, entre guillemets, parce que c'est une symbiose, c'est une synergie. Un changement de paradigme avec la crise Covid qui transforme notre société. On va devoir être de plus en plus rapide, efficace, adaptable. Et je suis belge, j'ai des origines allemandes, je travaille souvent encore en Suisse, etc. Il y a une grosse différence de culture et on n'a pas de raison pour laquelle on ne pourrait pas utiliser tous ces outils qui fonctionnent très bien en Europe, dans d'autres pays. Il faut les capter, il faut les mettre en œuvre. Donc voilà, je pense qu'on peut tous bénéficier également de votre soutien pour faire passer un petit peu cette nouvelle que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas en fait. Pardon Vincent, j'avais plusieurs questions. On s'était effectivement déjà rencontré sur un projet qui finalement n'avait pas abouti, mais en termes de montant, ce que j'avais vu de plus gros à La Réunion sur du financement participatif, c'est du crowdfunding immobilier où il y avait eu un placement des obligations émises pour 5 millions € sur de l'IMO. Et c'est en fait la plateforme métropolitaine Anaxago qui avait pu placer ces obligations. Question, vous parliez justement, vous indiquez que les entrepreneurs doivent jouer le jeu, donc aussi pour investir l'argent. Vous, en termes de communication, vous êtes une plateforme 100% réunionnaise. Vos investisseurs, vous communiquez également, je suppose, en métropole pour récupérer, en fait, par définition, des fonds de métropole. Hein. C'était ce qu'en préambule, Marc avait expliqué, c'est que la genèse de la plateforme Adus, c'est une extension des entrepreneurs qui a déjà une base de 10 000 investisseurs. Donc, l'objectif pour nous, donc, le jeu en fait, entre Adus, financement et les entrepreneurs, c'est de privilégier l'écosystème régional en essayant d'aller solliciter le plus possible les investisseurs locaux. Sur la grosse levée de fonds, on sera en partage. On va aller chercher des investisseurs nationaux plus les investisseurs locaux. Donc, l'objectif, c'est de tendre à terme à avoir notre propre écosystème et avoir nos propres acteurs qui puissent investir dans des projets intéressants. Je dirais de développer une certaine forme d'autonomie, c'est important également. Un des effets, je dirais, secondaires de cette crise, c'est qu'on a constaté que la consommation était recentralisée sur la Réunion et que ça crée une nouvelle dynamique. Les gens partent en vacances, réinvestissent. Mais il faut continuer un petit peu dans cette dynamique-là. L'autonomie, recentrer la production, mais ça va également dans le sens d'un circuit vertueux. Pour moi, personnellement, qui ai toujours été chef d'entreprise à 54 ans, jamais salarié, c'est l'éthique également. Nous sélectionnons des entreprises avec Vincent qui ont de la visibilité. On va aller vraiment porter des gens qui ont un ADN. C'est très, très important. Et j'étais très intéressé, très curieux d'ailleurs de voir la dernière levée que nous avons faite. On devait le faire avec des entreprises. On travaille beaucoup sur la trésorerie d'entreprise. On propose aux chefs d'entreprise de la sécuriser, de la diversifier en investissant avec nous. Et je me suis dit, tiens, on va proposer uniquement à des clients particuliers du cabinet. Et en 3 jours, tout a été levé. Et quel était le profil de ces investisseurs? C'est la question. Ce n'était pas tellement des chefs d'entreprise, c'était des fonctionnaires. Les fonctionnaires dans la salle, c'était des fonctionnaires. Et je trouve ça fabuleux. Fabuleux. Parce qu'en fait, mettre son argent quand on est fonctionnaire dans une PME locale, c'est un très, très bon signe. Ça veut dire qu'il y a un changement de conscience, il y a une prise de conscience qu'il faut mettre son argent, du moins une partie de son épargne,
là où ça fait profiter l'emploi local et la dynamique locale. C'est un petit peu ça qu'on est en train de faire passer ce message. En fait, juste pour rebondir sur la plateforme Naxago, ce qu'il y a en fait sur ces plateformes, parce que je travaille aussi avec ce genre de plateforme, ils ne connaissent pas la Réunion. Et là où on va présenter, justement, eux sont spécialisés dans la partie immobilière, donc financement de promoteurs, on va présenter un projet immobilier à Boucan-Canotte et on va présenter un projet immobilier à la Plaine des Cafres. Pour eux, ça ne parle pas en fait à l'investisseur national, à l'analyste qui est au national, parce que pour lui, Boucan ou Plaine des Cafres, c'est la Réunion. Et donc, l'objectif, c'était ça, la genèse était ça, c'était effectivement, pour des très gros montants, au-dessus de 5-8 millions, je passe par une plateforme, cette fois-ci obligataire, donc une salle de marché qui est à Paris. Mais l'objectif, c'est toujours d'être autonome et justement de créer cet écosystème local pour qu'on puisse travailler de manière en autarcie, quoi. Donc, l'objectif est un peu ça. Celle qui va arriver, 3,5 millions. 3,5 millions, voilà, celle qui va arriver. Il y en aura d'autres, plus petites également. Oui. En fait, on a constamment l'objectif d'avoir un panel de solutions, de porteurs de projets dans le domaine écologique, dans le domaine environnemental, dans le domaine commercial. Donc, voilà, et de laisser le choix aux investisseurs que nous sommes, particuliers ou professionnels, d'y mettre 5 000, 10 000, 100 000, 200 000, 500 000, en fonction de sa sensibilité et avec de la lisibilité. Très important également. Donc là, en l'occurrence, la dernière levée, c'est un acteur très, très connu à La Réunion, alors que les premiers n'étaient pas des acteurs, enfin, sauf pour le deuxième peut-être, un acteur moins connu. On est d'accord qu'il n'y a pas de prise de capital. Non. Ça, en fait, voilà, ça, c'est plutôt à vous, chef d'entreprise, si vous faites la demande d'aller chercher des investisseurs, cette fois-ci en capital, la plateforme pourra vous accompagner. On a ce schéma où on n'est pas restreint à un type de produit. On peut effectivement travailler sur tout type de produit et donc vous accompagner jusqu'à l'ouverture de votre capital si nécessaire. Donc, en fait, dans le dispositif, l'accompagnement proposé, c'est un accompagnement de mobilisation de crédit dans des domaines effectivement qui ne sont pas ceux du secteur bancaire, avec des dispositifs donc assez novateurs, dont la fiducie. Et à un moment donné, dans la description technique que vous en avez fait, il y a une garantie donc, qui est prise sur l'entreprise, en fait, pendant la durée du crédit. Et je dirais, en termes d'exécution de la garantie, pour voir les choses au pire, comment les prêteurs, entre guillemets, peuvent être garantis si jamais il y a un problème. Donc, en fait, je vais prendre le cas de la levée de fonds qui est en cours en ce moment. Le chef d'entreprise va sur ces levées de financement de stock qui est en cours. On va créer une société logistique dédiée à l'accompagnement du chef d'entreprise. On va transférer les titres de cette société logistique qui appartient au chef d'entreprise, donc qui va appartenir à la société d'exploitation. On va transférer ces titres en fiducie. Contractuellement, le stock qu'on va financer appartiendra à cette société logistique. Il y aura un contrat entre la société d'exploitation qui achète avec cette société logistique la marchandise. Donc, ce contrat sera aussi encadré par la fiducie. Ça veut dire que la clause de propriété est toujours aux investisseurs. Si nous avons une problématique, cette fois-ci, de procédure collective, nous avons cette clause de propriété qui fait que contractuellement, la marchandise nous appartient, le bon de commande va nous appartenir et donc on pourra être exempt de la procédure collective et donc rembourser en fait les investisseurs. Évidemment, il y a un risque. On ne prétend pas ne faire du zéro risque. On a toujours un risque. On ne fait pas de capital garanti. Peut-être qu'on est en train de travailler justement au niveau national à faire du capital garanti, mais ce n'est pas encore le cas. Donc, on essaie d'apporter le maximum de sécurisation aux investisseurs. Et cette sécurisation nous semble la plus opportune parce qu'on est sur des schémas de financement qui sont alternatifs. Le financement de stock, le financement de BFR,
c'est très compliqué pour le banquier traditionnel de l'appréhender. Ici, la façon de l'appréhender, c'est de sécuriser justement chaque morceau du dispositif. Soit un bon de commande, donc j'émets la facture fournisseur, donc cette facture est logée dans la fiducie, donc qui va me permettre d'avoir accès à la propriété de la marchandise. Et je vais mettre en parallèle la facture du client. Donc le paiement sera aussi logé en fiducie. Donc si entre-temps on a une procédure, on est exempt parce que nous, on va récupérer et rembourser les investisseurs. Le but, ce n'est pas de créer un risque systémique à La Réunion, et donc c'est d'essayer de justement sécuriser au maximum avec une solution qui est innovante. La fiducie n'est pas innovante en tant que telle. La fiducie existe depuis la nuit des temps, mais sur les pays anglo-saxons, il fonctionne de manière mécanique. C'est le trust. Donc chaque société anglo-saxonne émet un trust, met ses actifs à l'intérieur et se finance grâce à ce trust. Si je peux me permettre, la fiducie va en fait isoler l'opération et en cas de pépin, va sortir de la procédure. On a cette solution-là, où on a la solution où la fiducie peut utiliser un actif tangible. On a un bien immobilier aujourd'hui, une SCI immobilière aujourd'hui qui a une valeur. Elle n'est pas monétisable. La fiducie va permettre de monétiser cet actif pour financer l'exploitation. Sachant que le fiduciaire, sauf erreur, il est complètement indépendant de vos sociétés. On est complètement dehors, c'est des fiduciaires, là c'est cabinet d'avocats, solution, c'est soit des sociétés de fiduciaires, donc il n'y en a pas beaucoup en métropole, donc des cabinets extérieurs. Toujours pareil, l'objectif c'est d'avoir aussi des acteurs locaux qui puissent intervenir aussi au niveau fiduciaire à La Réunion. Donc, il y a aussi l'idée d'avoir l'écosystème est là. C'est ça. Ça veut dire qu'a priori, les sociétés qui sont moins chères, notamment dans la prestation intellectuelle ou l'ingénierie, c'est plus difficile. Non, parce qu'en fait, au final, là, on va essayer. La garantie, elle est plus. Du coup, on va essayer plutôt de travailler autrement. On a ce schéma de pensée. On va essayer de trouver la solution. On est financement alternatif. L'idée, là, je dégrossis très rapidement, mais l'idée, c'est quoi? C'est de dire, si vous êtes profession intellectuelle, vous avez une commande passée par une société tierce. On va peut-être réfléchir à regarder quel est le contrat, la teneur du contrat, et voir comment on peut intervenir sans trop de risques sur est-ce que le contrat porte sur une seule personne? Évidemment, on va essayer de demander une assurance homme clé à ce moment-là sur la personne qui est en train d'exécuter le contrat pour toujours sécuriser justement l'investisseur. Donc, l'objectif, c'est vraiment de réfléchir et d'accompagner un chef d'entreprise sur sa problématique de financement. Là où le système bancaire ne peut pas intervenir. Une fois qu'on est intervenu, normalement, le système bancaire déroule et ça crée ce cercle vertueux. Il y a une autre spécificité également du système alternatif, c'est qu'il est ultra adaptable. Il va s'adapter. C'est lui qui va s'adapter à nous, les chefs d'entreprise. Ce qui est compliqué pour l'institutionnel ou pour les banques classiques. Donc, c'est un process inverse. Il n'y a pas de baguette magique, ni de système, ni quoi que ce soit, bien entendu. Et ensuite, c'est la rapidité. J'ai un projet d'investir, d'acquérir, par exemple, un projet immobilier très intéressant, mais la banque va mettre du temps, plus de temps que nécessaire. Mais je vais aller chercher, grâce à ce système, cette rapidité qui va me permettre de saisir cette opportunité, quitte après à refaire un refinancement. Donc, en fait, c'est extrêmement adaptable. Extrêmement adaptable. C'est quelque chose qu'en fait, on ne connaît quasiment pas à La Réunion quand on a parlé, tu te rappelles, Vincent, à Bruxelles à l'époque, mais c'est quelque chose que très peu de gens comprennent. Et c'est dommage, parce que franchement, c'est un outil exceptionnel, encore une fois. C'est effectivement très souple, mais pour comparer au secteur bancaire, par exemple, quand vous demandez 100 de crédit, on vous demande aussi des garanties bien souvent beaucoup plus importantes en montant que le crédit que vous demandez. Là, est-ce que les proportions sont différentes ou plus favorables? Comment ça se passe? On est sur le même système où, évidemment, on va essayer d'avoir un collatéral. Évidemment, si on prend, on va toujours dans le cas où ça se passe mal. Vous avez, si on a mis en fiducie un appart qui coûte 100 000 et qu'on vous a financé 100 000 et qu'on est obligé de vendre l'appart
en urgence, évidemment, vous n'allez pas récupérer vos 100 000. Donc, l'objectif aussi, c'est d'avoir un collatéral qui nous permet de sécuriser cet investisseur. L'objectif, c'est d'accompagner au maximum le chef d'entreprise tout en sécurisant et au maximum l'investisseur, parce qu'une fois ce cercle vertueux créé, une fois qu'il a touché ses premiers intérêts, qu'il a vu son capital revenir, il va réinvestir et donc ça va être le schéma vertueux pour l'économie. Si je peux me permettre, au niveau de la région, au niveau des institutions, on a commencé des échanges avec Vincent et d'autres types de financeurs alternatifs. Donc, on nous a parlé sur React de 23 millions qui seront consacrés sur les obligations convertibles. Sur la prochaine génération de fonds 21-27, dans les grands ensembles, dans les grands blocs, on voudrait consacrer 80 millions d'euros spécialisés dans les IF. Ce serait 80 millions d'euros sur tout le programme qui serait dans les IF, avec une diversité d'IF. On sortirait du cursus traditionnel banque ou investisseur capital risque, comme ça a été le cas sur cette première génération, parce que même pour les collectivités, les instruments financiers sont des outils nouveaux. C'est des nouveaux produits qu'on crée, qu'on met en place, d'autant plus sur un territoire. Il faut savoir que la Réunion a été récompensée en 2018-2019 pour l'un des meilleurs produits IF qui a été mis en place par des collectivités. Donc, on essaie d'être à la pointe, on essaie de s'adapter. Donc, c'est pour ça que ce genre d'échange, de dialogue est important. Et également, nous, au niveau des fonds européens, au niveau de notre ingénierie, de la création, on essaie d'être dans l'air du temps, si on peut dire. Et aujourd'hui, effectivement, il y a une vraie notion et un vrai intérêt pour notre écosystème d'aller vers ce type de produit. C'est pas ça? Hein, c'est ça. Une dernière question, apparemment, il est 13h48, donc très rapidement pour ceux qui peuvent répondre. Il y a un projet de 20 000 € pour développer une activité secondaire complémentaire. De faire un prêt et trader. Quelqu'un peut renvoyer. On peut renvoyer vers nous. Voilà. Hein, je nous entends. 13h49. Merci à vous tous d'avoir été présents. Je pense qu'il y a beaucoup d'informations au circuit. Est-ce que vous pouvez intervenir sur l'avance sur le crédit d'impôt? Alors, c'est un sujet qu'on est en train de travailler. On a été sollicité par plusieurs acteurs parce qu'effectivement, c'est un vrai sujet, l'avance sur le crédit d'impôt. Nous devons gérer le cadre légal. On vous attend tout ça. C'est un vrai sujet. Et on est à quelques mois de sortir le produit. Assemblée générale du MEDEF, jeudi 28 octobre, on vous y attend tous. Merci. Merci.